Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme promis, 2015-2016, c'est vraiment des années politiques pour la République démocratique du Congo, notre pays qui tend vers des élections. Aujourd'hui, avec nous, actualité oblige, nous sommes avec le professeur Tarsis Loseke Nembalemba, qui est aussi médecin. Médecin, il est chargé des stratégies, des communications au niveau de la présidence, au niveau de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Avec lui, nous allons développer, parler dialogue qui secoue la classe politique congolaise. Bonjour, professeur. Et Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Je me porte très bien. Une question qui se pose, on voit Kalev, qui est le patron de l'ANER, aller chez Tshisekedi Wamulumba, aller au niveau du parti, donner des propositions par rapport au dialogue. On pourra dire que l'UDPS a mordu à la maison? Non, il faut que la maison, on ne peut pas mordre à la maison qui n'existe pas. À ma connaissance, il n'y a pas de maison tendue à l'UDPS. Bien au contraire, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons eu, au niveau du parti, et la direction du parti à Kinshasa, a reçu la visite de M. Kalev Mouton, qui aurait été envoyé par M. Kabila pour prendre contact avec nous en vue d'un éventuel dialogue. En vue d'un éventuel dialogue, il n'y a pas eu de proposition de dialogue et nous lui avons répondu que par rapport à cette question, nous avions déjà depuis le 14 février 2015 notre feuille de route qui fait la promotion d'un dialogue, mais ce dialogue-là, c'est sous la facilitation de la communauté internationale. Donc il n'y a pas eu de proposition de dialogue de M. Kabila qu'on aurait accepté. Parce que je vois dans toute la presse, on dit l'UDPS a accepté le dialogue proposé par M. Kabila. Nous, on n'a pas eu d'invitation pour un dialogue proposé par M. Kabila. Il faut que ce soit clair et net. Professeur, vous parlez de la médiation internationale d'avoir fait des routes. Mais en 2006, professeur, l'UNICEF était alimenté, l'UNICEF était même à genoux, comme a écrit Colette Brackmal, pour supplier Etienne Tshisekedi au nom de la communauté internationale pour que Tshisekedi puisse participer aux échéances de 2006. Il avait refusé, c'était un... que vous courir derrière la communauté internationale. Non, d'abord 2006, c'était clair que M. Louis Michel roulait pour Kabila. Il a dit, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc, on ne pouvait pas aller à une élection qui était déjà piégée à l'avance. Et cette élection-là, c'était clair que tout le monde travaillait pour M. Kabila et il n'était pas question d'y aller. En 2011, nous sommes allés puisqu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide pour qu'on ne nous taxe pas de non-assistance à un peuple à danger. C'est ce que nous avons fait et nous avons gagné. Malheureusement, l'imposteur s'est interposé par la force de la manière que vous connaissez. Actuellement, nous demandons un dialogue. Pourquoi faire? Un dialogue sous la facilitation de la communauté internationale. C'est la gestion consensuelle du processus électoral. Parce que nous pensons et nous avons la conviction que l'actuel processus est déjà piégé comme en 2011 où on planifie déjà la fraude et la tricherie. Donc il faut dialoguer. Nous avons pris cette décision qui est pour nous une décision responsable après analyse de la situation générale et surtout après l'évaluation des rapports de force. S'il arrivait que M. Kabila refuse le dialogue que nous demandons sous la facilitation internationale, nous prendrons nos responsabilités. Nous avons un agenda B par rapport à ce plan A. Nous avons un plan B que nous ne pouvons pas
étalée pour le moment, mais nous sommes au niveau de la diplomatie préventive où nous demandons à la communauté internationale de nous faciliter ce dialogue-là, de manière à ce que les élections se fassent de manière démocratique et apaisée. Quelle est l'opportunité de dialoguer avec un Kabila finissant? Bon, vous dites qu'il n'y a pas, vous sous-attendez par là qu'il n'y a pas d'opportunité. Non. Des statu quo d'un côté et nous, de l'UDPS, avec toutes les forces de changement. Il faut qu'on se regarde en face pour se dire que demain, même si M. Kabila n'est pas là, en 2016, parce qu'il ne devrait pas se présenter, eh bien, il faut que le processus électoral soit apaisé. On ne peut pas, nous ne pouvons pas l'ignorer, puisque c'est un acteur qui est là, partie de la population congolaise. Même nous, les forces de changement, nous ne l'acceptons pas comme président de la République de notre pays. Parlons fait de route. Quoi les dirigeants de l'UDPS brandissent aujourd'hui peuvent stopper Kabila de glisser? Non, vous posez mal la question. Vous dites en quoi la feuille de route ne va pas stopper M. Kabila. La feuille de route est une proposition des voies et moyens pour arriver à avoir un processus électoral consensuel que nous allons gérer consensuellement pour une meilleure alternance à la tête de ce pays. Donc c'est ça l'objectif de la feuille de route. Et cette feuille de route comporte deux volets. Le premier volet, c'est les contentieux de 2011 sur lesquels nous aimerions revenir, parce que le peuple congolais jusque-là, et moi j'étais à l'intérieur, partout au Congo, le peuple ne croit plus au processus électoral. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui sont réellement élues ne parviennent pas à avoir les pouvoirs qui leur sont confiés par le peuple. Vous connaissez l'histoire des parlementaires qui ont été tout simplement nommés. Et cette majorité artificielle qui est de l'Assemblée nationale, qui est une majorité de députés nommés. Donc le peuple ne croit plus au processus électoral. Donc pour crédibiliser ce processus, nous aimerions qu'on vide les contentieux de 2011. Ensuite, le deuxième volet, c'est le processus électoral actuel qui doit être géré consensuellement dans tous ses aspects, notamment le calendrier électoral qui doit être consensuel avec priorité pour les élections qui ont une contrainte constitutionnelle qui sont les élections législatives et présidentielles. Ensuite, nous avons la commission électorale nationale soi-disant indépendante qui ne l'est pas, puisque cette commission n'est pas indépendante, d'autant plus que c'est actuellement, au moment où nous parlons, la famille de M. Kabila, la famille politique de M. Kabila, qui dirige cette commission et qui fait ce qu'elle veut. Et nous voulons qu'on puisse, nous voulons qu'on puisse revenir à la composition de cette commission pour qu'il y ait une restructuration globale de la commission, notamment avec une parité à la tête de cette commission. Voilà en gros ce que nous voulons. Et si nous n'avons pas ça, je peux vous dire que ce processus est complètement piégé et il y a une fraude qui se planifie déjà et nous risquons de connaître une situation pire que celle de 2011. C'est ainsi que nous faisons appel à la communauté internationale pour éviter qu'on ait la situation qu'on a connue à janvier 2015, le 19, le 20 et le 21. C'est la raison pour laquelle nous faisons cet appel au dialogue et pour que cette communauté internationale qui s'est toujours impliquée depuis Sun City et qui s'est encore impliquée maintenant par la présence de la MONUSCO à Kinshasa puisse nous faciliter ce dialogue que nous espérons pourrait se tenir. Mais au cas où le dialogue ne se tiendrait pas, je peux vous dire Mais professeur, les gens se posent des questions. Quel est l'agenda caché
de l'UDPS par rapport au dialogue. Surtout dans la diaspora, des voix s'élèvent pour dire que l'UDPS dans sa mallette, c'est pour obtenir la transition et pourquoi pas avoir M. Félix Tshisekedi comme Premier ministre de la transition. C'est faux et archi faux. D'abord, dans notre feuille de route que vous avez lu, j'espère, nulle part on ne parle du partage du pouvoir, encore moins d'une transition. Nous avons toujours été contre les glissements, contre le dépassement des délais constitutionnels. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons reprendre, nous allons renoncer à notre conviction qui est celle d'arriver à 2016 et prendre le pouvoir démocratiquement par le truchement des élections. Ensuite, vous faites allusion à des bobards, à des rumeurs selon lesquelles M. Félix Tshisekedi serait pressenti à la primature. Je vous dis qu'il s'agit non seulement de l'intoxication, mais de la désinformation. Ce sont des rumeurs qui ont comme objectif, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nuire à M. Félix Tshilombo. Parce que ceux qui connaissent bien M. Kabila, il ne proposera jamais un tel poste à quelqu'un de l'UDPS à l'heure actuelle. C'est se tirer une balle dans la jambe. Et il ne peut pas le faire, même s'il veut avoir un glissement. M. Kabila a tous les moyens, d'autres moyens, pour obtenir le glissement de manière, par la force. Et je ne le vois pas proposer un tel poste à l'UDPS, encore moins à Félix Tshilombo. C'est tout simplement de la désinformation, de l'intoxication. Et cette diabolisation doit cesser puisque nous sommes un parti qui est parti responsable. Nous voulons l'alternance démocratique à décembre 2016 et il n'est pas question d'un glissement ou d'une quelconque transition. Professeur, vous avez participé à beaucoup de négociations au niveau de notre pays. Si nous prenons l'histoire récente du Congo, nous allons voir que presque toutes les négociations ont abouti à un gouvernement de transition. On pourra citer les accords de Palais des Marbres, la conférence nationale, Sun City, la concertation nationale, tous aboutissent à un gouvernement de transition ou un gouvernement. Pourquoi pas ce dialogue pour aboutir à un gouvernement? Pour nous, c'est non. C'est non. D'abord, le format de dialogue que nous proposons ne fait nullement allusion ni à une transition, ni à un quelconque gouvernement, encore moins un partage du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour partager le pouvoir à un moment où nous savons que M. Kabila va partir dans quelques mois, dans un peu plus d'1 an. Et il n'y a pas de raison pour que nous puissions maintenant lui donner des béquilles pour se relever. C'est totalement faux et nous ne pouvons pas nous inscrire dans ce schéma-là. Vous citez d'autres négociations ou des accords qui ont eu lieu dans ce pays. Il faut voir les contextes. Ce n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Dans les contextes d'aujourd'hui, nous évoluons dans un processus électoral que nous voulons être consensuels et pour nous mener à des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Ce n'était pas le cas pour d'autres négociations auxquelles vous faites allusion. Donc, pour le moment, nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche-là d'un partage de pouvoir avec M. Kabila. Si les autres ont eu des propositions, tel n'est pas le cas pour l'UDPS. Si vous proposez, dans votre feuille de route, vous proposez 20 sur la table. Mais vous ne craignez pas que Kabila puisse soit infiltrer l'opposition. Déjà, vous êtes divisé. Aujourd'hui, l'opposition est divisée entre les pro-Kamere, on pourrait dire, et les pro-Tshisekedi. Est-ce que vous ne craignez pas qu'autour de cette table, 40 personnes-là, Kabila puisse obtenir la majorité? Oui, vous savez, si Kabila veut infiltrer, il peut toujours le faire. Mais tout dépend de la conviction de des personnes qui iront au dialogue. À mon avis, le schéma, le format que nous proposons, qui est le format réduit,
limite un peu cette crainte-là d'infiltration ou de débauchage. Puisque nous connaissons, on pourrait aller au dialogue dans le cadre d'une bipolarisation avec des personnes qui se connaissent et qui sont constants dans la lutte et qui n'ont pas fait un vagabondage politique dans les années qui nous ont précédés ou qui ont dû changer d'un cas à l'autre. C'est justement ce que M. Kabila cherche maintenant en essayant de contacter tout le monde, même ceux qui se disent opposants mais qui ne le sont que de nom. Et nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Le schéma réduit que nous proposons, c'est un schéma où nous serons maîtres des participants qui partiront du camp de changement, l'UDPS et ses alliés. M. Kabila peut choisir qui il veut dans son camp du statu quo, mais nous pensons que cette formule-là limite le débauchage et l'infiltration que vous craignez. Professeur, aussi, on voit l'échiquier politique congolais, on voit Kabila est pressé partant. Kabila est partant, Tshisekedi à convalescence, Bemba en prison. Est-ce qu'on pourrait dire que la guerre des successions ou l'après-Kabila a déjà commencé? On voit d'un côté Kamere qui s'affirme de plus en plus, et de l'autre côté l'UDPS. Et puis il y a aussi le PPRD aussi qui cherche un Dimitri. Est-ce que la guerre, l'après-Kabila a déjà commencé? Bon, je ne dirais pas que la guerre d'après Kabila a commencé, puisque nous sommes dans notre schéma. Nous avons un président de la République qui a été élu. Convalescent. Qui est là. Bon, il peut être convalescent, tout le monde peut devenir malade et guéri. Et je vous ai déjà dit que Tshisekedi, que vous verrez dans quelques mois, ne sera pas celui que vous auriez vu il y a quelques semaines ou qui est dans l'imagerie de ceux qui sont contre l'UDPS comme étant toujours malade. Pour nous, M. Tshisekedi est toujours notre leader incontournable. C'est lui qui est là, il n'y a pas de succession par rapport à lui et cette succession n'est pas à l'ordre du jour. Peut-être dans le cas des autres, ils peuvent se disputer. Vous faites allusion à certaines personnes qui ont été proches de M. Kabila. Si ces personnes-là peuvent former une succession valable dans la famille politique de Kabila ou dans les rangs des forces du statu quo, bon, ça ne nous regarde pas. Pour nous, à l'UDPS, actuellement, c'est organiser des élections apaisées avec une commission électorale réellement indépendante qui devra être restructurée et à ce moment-là, nous serons sûrs d'obtenir une alternance à la tête de ce pays. L'opposition a rejeté le dialogue proposé par Kabila. Votre réaction? Ben, moi, je ne peux pas porter un jugement de valeur sur cette opposition. Peut-être que cette partie de l'opposition aurait reçu une offre, une proposition de dialogue, mais nous, à l'UDPS, j'insiste, je voudrais marteler cela pour l'opinion publique, pour tous ceux qui nous regardent. L'UDPS n'a jamais reçu une quelconque proposition d'un dialogue avec M. Kabila. Jusque-là, nous n'avons rien reçu et nous n'attendons rien recevoir de M. Kabila. Nous lui avons envoyé notre feuille de route. Nous n'avons jamais eu de réponse à ce sujet-là. Donc, il est faux d'affirmer dans la presse et dans l'opinion, parce que je suis une certaine presse qui s'époumonne à dire « Ah non, l'UDPS a fait volte-face ». Bon, l'UDPS n'a jamais fait de volte-face parce que nous n'avons jamais reçu une quelconque proposition ou invitation d'un dialogue proposé par M. Kabila. Si l'autre partie de l'opposition a reçu cette invitation et qu'elle a rejeté cette proposition, ça appartient à cette opposition à qui vous pouvez poser la question. Mais nous n'avons rien reçu de M. Kabila et il n'y a pas de dialogue avec M. Kabila comme il le conçoit, lui, le dialogue à sa manière. Pour nous, notre dialogue doit être conforme à la feuille de route sous la facilitation de la communauté internationale. La crise interne au sein de l'UDPS, on voit
Poula qui affirme que l'accord cadre d'Addis Abeba ne parle pas, c'était entre les pays, ça ne concerne pas l'UDPS. Oui, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez de la crise à l'intérieur de l'UDPS et vous parlez de M. Pouila qui affirme que l'accord cadre n'engage pas l'UDPS. Qui est aussi un haut cadre de l'UDPS. Oui, mais vous faites l'amalgame. Il faut séparer les choses. Hein. M. Pouila parle de l'accord cadre. Moi, je vous dis que cet accord cadre engage l'UDPS, puisque l'UDPS est un parti de la République démocratique du Congo et les signataires, c'est la communauté internationale et les présidents de la région, de la sous-région africaine qui sont impliqués dans les conflits au Congo. Donc, l'UDPS ne peut pas se dissocier de l'accord cadre. Donc, ça, c'est une aberration. Mais je ne vois pas où cette déclaration de M. Pouila vient faire avec une crise à l'UDPS qui n'existe pas. Crise qui n'existe pas, mais on a vu le conseil politique de M. Tshisekedi débarquer à Bruxelles, mais empêcher de voir son président. C'est vous qui dites qu'il a été empêché. Personnellement, selon les informations que j'ai, M. Moubak, je crois que c'est de lui que vous parlez, est arrivé à Bruxelles et il n'a même pas contacté le représentant, le président fédéral de l'UDPS, Benelux. Il s'est permis de faire des déclarations dans la presse. C'est son tempérament, c'est sa façon de travailler, mais pour avoir accès au président, il y a des règles, même s'il est conseiller, même moi, je passe par le représentant de l'UDPS pour lui annoncer que je voudrais voir le président et tout ça a toujours été accordé. On ne va pas chez le président comme on va dans un moulin ou n'importe où, comme si on vient se promener. Il aurait dû se faire annoncer auprès du représentant de l'UDPS au Benelux qui allait l'introduire chez le président comme cela se fait maintenant. Donc c'est une question de politesse et de bienséance. Il faut se comporter en gentleman. Il n'a pas voulu le faire puisqu'il voulait peut-être défier certaines personnes où il est venu avec un agenda caché pour dire qu'on lui a refusé de voir le président. Et là, moi, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Toujours est-il que pour que ce soit clair dans l'opinion, M. Moubak est arrivé à Bruxelles, il n'a prévenu personne, il n'a pas jugé bon de contacter les voies autorisées pour l'introduire chez le président. Et à ce cas-là, bon, le président n'était peut-être même pas informé que M. Moubak est ici. Il prétend avoir téléphoné à son épouse, mais c'est un coup de téléphone. Personne ne sait si ce qu'il dit est vrai. Donc tout ça, c'est de la spéculation. Je pense qu'il faut arrêter ce problème-là, qui est un problème qui nous distrait pour rien. Vous proposez 20 personnes ou 40 personnes au niveau de la table, mais chacun va apporter ses propositions. Vous, c'est la feuille de route. Le pouvoir va apporter l'opposition, une partie de l'opposition. Eux aussi, ils auront leur proposition. Mais quelle est la ligne rouge à ne pas franchir si on vous demandait de mettre un peu d'eau dans votre vin? Ça sera comment? Non, d'abord, il faut que ce soit clair. Nous avons proposé un format réduit, limité dans le temps. Il n'est pas question pour de choses aussi claires qu'on puisse amener tout un peuple là, qu'on amène. Ce n'est pas une conférence nationale souveraine, encore moins un dialogue intercongolais de Sainte-City. C'était un dialogue pour baliser le chemin d'un processus électoral consensuel. Et je crois que tout celui qui se dit de l'opposition et qui a lu notre feuille de route devrait accepter cette feuille de route comme telle, parce que ce sont des exigences. Mais là, vous imposez? On ne l'impose pas. Chacun apporte ses propositions. Nous sommes dans une bipolarisation. Pour le moment, nous disons qu'après les élections de 2011, il s'est créé une bipolarisation dans ce pays. Et la troisième voie? Il y a d'un côté M. Kabila et les forces du statu quo, je continue à le dire, et de notre côté, l'UDPS est allié
qui forment les forces de changement et les forces pour l'alternance de demain. Donc c'est ceux-là qui doivent se retrouver autour de la table sous format réduit avec cet agenda. L'autre camp, évidemment, la partie de M. Kabila peut venir avec des propositions que nous verrons sur la table. Mais nous insistons que la facilitation devrait se faire sous la houlette de la communauté internationale. Nous ne voulons pas d'un dialogue proposé par M. Kabila où il y a un fourre-tout, où il nous amènerait vers des situations que nous n'acceptons pas. Déjà, les Camérés, pour terminer ici, déjà les Camérés ne se retrouvent pas, leur camp ne se retrouve pas dans vos propositions. Ils ont déjà rejeté le dialogue. Ça sera comment? Quand vous dites bipolarisation, eux ne voient pas comme ça. L'autre groupe ne se retrouve pas dans l'UDPS. Mais là, vous faites de la spéculation ou quoi? Nous avons une feuille de route. L'UDPS propose, eux, ils rejettent. C'est lui. Écoutez, nous avons une feuille de route. Nous en tenons à cette feuille de route. Est-ce que vous avez déjà posé la question à M. Kamere, puisque vous parlez beaucoup de lui? Est-ce que vous lui avez posé la question s'il est contre ce que nous proposons dans la feuille de route? S'il est d'accord avec nous, eh bien, on se mettra d'accord pour être ensemble du camp des changements. Mais s'il rejette le dialogue, pas celui que nous proposons avec la communauté internationale, nous ne savons pas si eux ils l'ont proposé ou ils l'ont rejeté à l'heure actuelle. Mais ils disent qu'ils rejettent le dialogue proposé par M. Kabila. Donc c'est que M. Kabila leur a proposé un dialogue à lui, qu'eux ils ont rejeté. Mais nous avons notre feuille de route qui propose un dialogue avec un ordre du jour assez précis et bien limité dans le temps. Quelle est la capacité de l'UDPS à déclencher le plan B, comme on dit les soulèvements populaires? Est-ce que l'UDPS est capable, si Kabila a refusé de ne pas glisser, est-ce que l'UDPS est capable de mobiliser, comme à l'époque des littorales, de mobiliser et de barrer la route à Kabila? Nous sommes tout à fait capables de mobiliser plus qu'à l'époque, parce que nous sommes déterminés à ce qu'il y ait un changement dans ce pays. Je ne sais pas si vous voulez peut-être connaître le plan B, ce n'est pas le moment de vous en parler, mais nous sommes là-dessus. Si M. Kabila refuse le dialogue que nous proposons sous la facilitation de la communauté internationale, nous serons obligés de recourir à ces plans-là et malheureusement, nous faisons une diplomatie préventive qui risque de ne pas être attendue par la communauté internationale et on risque de se retrouver dans la situation du Burundi. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le peuple est excédé par un pouvoir omnipotent qui est là et qui ne respecte pas les droits de l'homme et n'améliore nullement le bien-être de ce peuple congolais. Donc, il faudra qu'on puisse mettre ce pouvoir rapidement dehors par la voie démocratique. Dans votre feuille de route, vous parlez de la restauration de la CENI. Malou. Bon, nous parlons de la restructuration de la CENI, puisque selon les informations que nous avons, la CENI n'est pas du tout indépendante et la CENI est noyautée par deux partis politiques qui sont les PPRD et les MSR. Non seulement au niveau central, c'est-à-dire au niveau de Kinshasa, avec les bureaux et la plénière, mais aussi au niveau des agents administratifs, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur. Donc, nous ne voulons pas de cette CENI-là. M. Malou est actuellement hors service et selon nos informations, il ne pourra plus jamais revenir. Donc, cette situation où nous avons un vice-président issu du PPRD qui dirige la CENI ne nous arrange pas du tout. Cette situation ne nous arrange pas du tout. Et pour nous, il faut restructurer cette CENI avec une parité à la tête de la CENI. Comme M. Malou n'est plus là et ne reviendra jamais, d'après les informations que nous avons, il faut qu'on puisse procéder à la nomination d'une direction
bicéphale ou bipolaire à la tête de la CENI pour garantir l'indépendance de cette institution. Mais au lendemain des élections, avec votre proposition bicéphale, avec 2 présidents à la tête de la CENI et que le candidat de la majorité a été élu président, le candidat pour l'opposition dit que c'est l'opposition qui a gagné, l'autre dit que c'est la majorité. On peut résoudre le problème. Non, on peut résoudre le problème. De toute façon, ça ne peut pas se passer ainsi. On a connu dans d'autres pays où c'était une direction paritaire, c'est-à-dire il y avait parité à la tête de la CENI. Là, ça n'a posé aucun problème dans certains pays qui l'ont organisé de cette manière. Mais ici, vous évoquez une hypothèse peu probable où quelqu'un de la majorité proposerait ou déclarerait l'élection du camp des forces du statu quo et celui désigné par les forces de changement déclarerait autre chose. Moi, cette hypothèse est peu probable. La parité a comme avantage de garantir la transparence et d'éviter la situation que nous avons connue avec M. Ngoï Mulunda en 2011. Mais chacun va rouler pour son camp. Pourquoi pas des présidents issus de la société civile, si c'est bicéphale, mais vraiment des personnes neutres, apolitiques? Non, l'inconvénient de cette formule est qu'on récupère vite quelqu'un qui est à la tête de la CENI et ça risque de poser problème. Nous avons beaucoup réfléchi au problème. Hein. Et je crois qu'une direction paritaire, une parité à la tête de la CENI a l'avantage d'éviter qu'un camp puisse rouler l'autre camp dans la farine. Donc, nous pensons que les choses peuvent se passer en toute sérénité si les règles de jeu, si les règlements d'ordre intérieur de la CENI qui seraient amendés donneraient clairement les moyens de fonctionnement qui, avec la parité, garantiraient l'indépendance réelle de la CENI. Professeur, on vous laisse 2-3 minutes face à la diaspora, face aux Congolais du pays, parce qu'on nous suit aussi au sud du pays, un message par rapport à votre fait de route de l'UDPS et aux Congolais qui s'inquiètent par rapport au dialogue. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour les compatriotes qui aiment bien ce pays et qui veulent comprendre ce qui s'y passe, et je les invite à lire la feuille de route de l'UDPS. Ça ne coûte rien, c'est quelques pages seulement à lire et ils comprendront que l'UDPS veut réellement qu'il y ait des élections libres, démocratiques dans ce pays et des élections apaisées avec un processus électoral tout à fait consensuel. Il y a actuellement dans l'opinion une certaine diabolisation vis-à-vis de l'UDPS pour des raisons que nous ne comprenons pas, mais ce sont des esprits malveillants et ça existe. C'est des bonnes guerres en politique. Et nous sommes là pour rendre coup sur coup. Nous n'avons jamais reçu d'invitation de M. Kabila pour un dialogue à la manière de M. Kabila. Nous insistons là-dessus et notre dialogue que nous proposons, c'est celui qui est dans notre feuille de route avec l'agenda que nous proposons dans notre feuille de route sous la facilitation de la communauté internationale. Voilà ce que nous proposons. Toute autre déclaration ou toute autre rumeur que vous attendrez n'engage pas l'UDPS. Nous sommes déterminés à ce qui est l'alternance à 2016 dans ce pays et nous y arriverons. En dehors avec ou sans le dialogue, nous y arriverons parce que nous avons un plan B qui sera mis en route assez rapidement lorsque nous allons constater que M. Kabila ne veut pas du tout d'un dialogue, ne veut pas du tout d'un processus électoral consensuel. Il faudra recourir, il faudra passer par là. Malheureusement pour nous, il faudra que le peuple puisse se résoudre
Mavungo et Félix Tshisekedi au sujet des élections provinciales. Il n'y a pas de divergence. Nous avons dit que les candidats ou les personnes à l'UDPS qui ont des ambitions pour les élections provinciales puissent préparer les dossiers et les déposer. C'est un acte administratif, donc tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne sais pas où vous trouvez les divergences. Au moment où je vous parle, les dossiers sont en train d'être déposés, des dossiers de tout le monde, y compris mon propre dossier. Donc, il n'y a pas de divergence. C'est vous qui trouvez des divergences, puisque vous cherchez toujours les divergences. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Merci.